Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Les examens scolaires 2016-2017 se sont achevés récemment avec la proclamation des résultats du baccalauréat. Dans la région du Poro, l'heure est à la récompense des meilleurs élèves. Au cours d'une journée de l'excellence et du mérite, 12 élèves du primaire et du secondaire général ont été primés. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de nombreux cadres du Poro, dont le ministre des Transports. Le président de la République a offert 7 bourses d'études présidentielles aux meilleurs élèves de la ville. On en parle avec Kader Sogodougou. Après des efforts, voici venu le moment de goûter aux saveurs du mérite et de l'excellence. La grande famille de l'éducation nationale de la région du Poro célèbre ses meilleurs acteurs. L'excellence doit constituer une valeur cardinale partagée par tous les Ivoiriens. Une journée de l'excellence et du mérite au cours de laquelle 12 élèves admis de la plus belle des manières au CEPE et à l'entrée en 6e, au BEPC et au baccalauréat ont été récompensés. J'ai appris mes leçons. J'ai bien retenu ce que le maître m'a dit en classe. J'ai pris des notes. Il y avait un dicton que le professeur nous avait donné, l'effort fait l'effort. C'était là le maître mot de mes travaux. Cette journée de l'excellence et du mérite dans le Poro est à sa 6e édition. Son initiateur, un cadre de la région, vise un seul objectif, faire de cette partie du pays un modèle dans le domaine de l'éducation nationale. Je voudrais appeler ici à côté de moi Koundenetia Aïcha. Aïcha était avec nous il y a 2 ans. Elle est du lycée Oufouette. Elle était primée donc, comme meilleure bachelier de la région du Poro. Aïcha a pu obtenir une bourse pour poursuivre ses études aux États-Unis. Et actuellement, elle est à Texas University, où elle fait des études en mines et géologie. Je la remercie d'être venue à cette cérémonie pour que ses camarades sachent que ce n'est pas une vue de l'esprit. Elle est un témoin vivant de ce que, quand on travaille, on est récompensé. Une vision partagée par l'ensemble des cadres, au nombre desquels le ministre des Transports. Il est bon pour nous de venir féliciter les enseignants, féliciter les parents qui ont encadré donc ces enfants et de récompenser les enfants pour créer l'émulation. Les directeurs généraux de l'ANSUT, de la SNDI et de la RTI, excellents élèves hier, jeunes cadres dynamiques au service de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ont été invités dans cette région comme pour dire aux élèves de Korogo que la réussite vient avec l'effort. À cette cérémonie, le président de la République, Alassane Ouattara, attaché à l'excellence, a offert 7 bourses présidentielles aux élèves de Korogo. Le ministère de l'Éducation nationale a également honoré 17 agents en service dans cette partie du pays qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Venons-en à présent à la journée socio-culturelle dans la Bagoué pour la promotion de l'école. Thème choisi cette année, une éducation de qualité pour un développement. Les précisions d'Eugène Atoubé. Sur la place publique de Papara, l'apothéose des journées socio-culturelles. Cette année, les activités ont été menées autour du thème « Une éducation de qualité pour un développement durable ». Un choix révélateur de la place que les cadres, filles, fils et élus de la grande région de la Bagoué accordent au développement et à la promotion de l'école. Aujourd'hui, l'école est vraiment très fréquentée. Notre conseil, notre sensibilisation est passée, même pas à 100%, mais en tout cas à 98%, on est un peu satisfait. Nous encourageons les parents à ce qu'ils envoient tous les enfants à l'école, filles comme garçons. Plus la fille va à l'école, plus elle est plus consciente du fait qu'elle doit prendre en charge sa famille, plus que les garçons. L'école dans la sous-préfecture de Papara a connu un bond spectaculaire, à la fois quantitatif et qualitatif. La scolarisation a énormément progressé, atteignant cette année 2017 un taux voisin des 98% et une performance exceptionnelle au CEPE, 100% de réussite, dans un contexte de présence d'orpailleurs clandestins. On a exigé que les enfants ne travaillent pas sur des différents sites. Puis ce sont encore enfants. Leur droit, c'est d'aller à l'école. Et puis les résultats, voilà, ne sont pas à discuter. On a fait 100% et je suis fier. Nous sommes les premiers et donc avec les collèges de proximité, nous serons encore toujours premiers jusqu'à l'horizon 2020. Sur la place publique de Papara, la même doléance a été formulée au président du conseil régional de la Bagoué. Papara retient toutefois que la structure de développement régional
a déjà construit 3 salles de classe de primaire entièrement équipées en table-banc, comme demandé par la population. Mais pour le collège de proximité d'Henri Papara, l'attente pourrait être encore longue au regard de la minceur du budget d'investissement du conseil régional. Aujourd'hui, pratiquement, le taux de scolarisation dans la Bagoué dépasse les 90%. Au-delà du budget, nous négocions avec des frais, nous négocions avec des structures qui donnent des écoles. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avons bénéficié de plus de 6 écoles en dons extérieurs. L'école obligatoire aujourd'hui fait que l'exigence des collèges, en tout cas, devient une pression, aussi bien au niveau du Conseil que du ministère de l'Éducation. Et lancer encore l'appel à l'État de nous faire confiance en accroissant nos revenus pour que nous puissions investir et accroître le contrôle. Papara va néanmoins bénéficier à la demande de l'association des jeunes de la sous-préfecture d'un bâtiment de 3 classes portant le nom de Zélé de Papara, cantatrice très célèbre et fille de ce village. Le président Bamba Siama en a fait la promesse. Cela permettra à l'école primaire de Papara son extension pour devenir groupe scolaire capable d'absorber le flux d'enfants qui frappent à la porte de l'école chaque année. De retour ici à Abidjan, il est non-voyant et kinésithérapeute. Dali Gogo exerce dans sa propre clinique. Comment arrive-t-il à satisfaire ses patients malgré son handicap? Comment exerce-t-il ce métier? Pour en savoir plus, notre reporter Christ Diomondé s'est rendu dans sa clinique pour le voir travailler. Son reportage est commenté pour vous par Delphine Blas. Cocody Angré, 8e tranche. Au premier étage de cet immeuble vit Dali, marié, père de 3 enfants. Il est non-voyant et kinésithérapeute depuis 30 ans. Au réveil, il confie sa journée à Dieu avant de rejoindre son lieu de travail, pas loin de son domicile. Il explique ici son parcours. J'ai toujours été malvoyant et jusqu'en terminale. Et donc là, après le bac, la vision était devenue très basse, très difficile. Et donc c'est ainsi que j'ai opté pour les études de kinésithérapie, qui sont des études beaucoup plus adaptées aux personnes malvoyantes. Donc je suis allé en France, ça c'était déjà dans les années 80, 82. Je suis allé en France, j'ai fait mes études et en 86 je suis revenu. Donc du coup j'ai commencé à travailler, d'abord un peu en libéral et puis après je suis rentré à la fonction publique. Je suis resté au CHU de Pougon pendant un peu plus de 20 ans. Et puis là, bon, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter, d'anticiper. Et je suis venu m'installer à mon propre compte. À l'intérieur du centre, toute une équipe aux soins des patients. Vous décollez légèrement le dos du siège, du dossier, voilà. Voilà. Alors vous me résistez bien. Encore. Il a été opéré il y a 2 mois de cela maintenant et on nous l'a transféré ici pour pouvoir faire la rééducation pour qu'il puisse mieux marcher. Les patients de Dali sont des personnes atteintes d'AVC, de douleurs articulaires, des accidentés et des enfants nés avec des malformations qui viennent pour une rééducation. C'est un traitement de courage. Il faut avoir du courage, sinon c'est pas facile. Hein? Mais il faut avoir beaucoup de courage. Quand je venais ici, je ne peux pas m'asseoir comme ça. La minute que je fais là, je ne peux pas faire ça. Mais avec la rééducation, ça va. Il y a 2 mois, j'ai eu très mal au dos. Après le diagnostic, on m'a décelé une lombo-sciatique qui descendait sur le côté gauche. J'avais du mal à conduire, j'avais du mal à me coucher même. Et puis j'ai eu 10 premières séances et aujourd'hui nous sommes dans la dernière phase où je n'ai pratiquement j'ai plus mal. Quand je venais avec l'enfant ici, le 6 mai, il ne marchait pas, il ne parlait pas. Mais depuis que je suis venue avec l'enfant ici, il a commencé à parler et lui-même il mange. Au début, il était dépendant de moi, mais présentement, il est indépendant. Dali a son secret entre ses doigts. Tout est de l'art.
C'est un métier pratique, c'est un métier manuel et c'est un métier qui permet à la personne qui est malade d'être tout de suite touchée là où le mal existe. Mais souvent, Dali rencontre des difficultés. Les personnes handicapées nécessitent que j'ai des appuis, des aides, des soutiens, mais j'ai toujours été autonome. Et des fois, bon, vous avez bien envie d'entreprendre quelque chose, mais la situation, l'environnement n'est pas aussi bien adapté que cela l'est ailleurs. C'est comme toute personne handicapée, ce sont les problèmes d'accessibilité. On s'adapte. Son efficacité et son courage ont fait de lui une personne incontournable dans le milieu des kinésithérapeutes. Il est beaucoup sollicité pour des séminaires. Handicapé et kinésithérapeute, Dali effectue de nombreux voyages dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe pour partager son expérience grâce à son métier depuis plusieurs années. Reportage Christ Diomandé, commenté par Delphine Bla. Son nom, c'est Okobe Leyi Marcel. Elle est cette année la femme à Oulaba la plus belle de Côte d'Ivoire. Hier, à samedi, lors de la finale du concours au Palais de la Culture, cette candidate de la commune d'Adjamé est montée sur la plus haute marche devant les candidates Dobo Anastasie du Plateau et Ngata Nicole de Koumassi, respectivement première et deuxième Saraman. Okobe Leyi Marcel, donc à Oulaba 2017, a reçu 1 500 000 francs CFA de la part de la première dame, marraine de la cérémonie. Le témoignage de Issa Yeo. 36 ans, 4 enfants, la candidate d'Adjamé, Okobe Leyi Marcel, a raflé la couronne du concours à Oulaba 2017. Un concours qui met en exergue le rondeur et l'embonpoint de la femme, canon esthétique de la beauté africaine. Démarche rassurante et beauté physique impressionnante. Okobe Leyi Marcel n'a laissé personne indifférent au cours de ces 3 passages, encore moins les membres du jury sur ses qualités physiques. Les candidats du plateau et de Koumassi ont été désignés respectivement première et deuxième Saraman. C'était un sentiment de joie, un sentiment de remerciement à l'Éternel, être une femme vraiment entreprenante et pour pouvoir aider aussi mes sœurs vraiment qui sont dans les difficultés, qu'elles ne soient pas à la merci des hommes. Le concours à Oulaba s'est bonifié au fil des ans. Toute chose qui rassure la présidente du CACI, comité à Oulaba Côte d'Ivoire, et du public. C'est un challenge pour nous. Nous avons pris le comité depuis l'année passée et effectivement, nous entendons dire qu'il y a de l'engouement. Les Ivoiriens s'approprient maintenant le concours à Oulaba Côte d'Ivoire. Tous les rois et chefs de ce pays, c'est pour nous les Oulaba. Les Oulaba, proprement dit, c'est à nous, les rois et chefs. Et Madame Dao, avec son équipe, je leur tire vraiment le chapeau. Nous avons commencé timidement et Dieu merci. Aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Nous devons vraiment merci au président Alassane de continuer de nous aider. Nous sommes toujours à leur côté. Pour les autorités ivoiriennes, le concours à Oulaba prend en compte les valeurs esthétiques de la beauté et de la culture africaine. La beauté africaine, ce n'est pas seulement la beauté physique, c'est la beauté de l'engagement, c'est la beauté des qualités, c'est la beauté des valeurs. C'est tout cela qui est célébré en Afrique à travers la belle femme. Merci de promouvoir cette belle femme et merci de faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille toujours mieux. Le concours à Oulaba valorise la femme avec une beauté qui s'apprécie autant sur le plan physique que par la place qu'elle occupe au sein de la famille, de la communauté ou de la société. La femme est belle parce qu'elle est porteuse de vie et source de maternité. Au titre des récompenses, la Oulaba 2017 est partie avec la somme d'1 500 000 francs CFA, tandis que Anastasie et Ngata Nicole, première et deuxième Saraman, ont reçu respectivement 1 million et 500 000 francs CFA de la part de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie.
La préservation des valeurs culturelles des peuples du Lodjibois à travers le 7e festival Djaka à Divo. Du 5 au 12 août, donc, les arts culinaires et vestimentaires, le conte, la musique et différents rites traditionnels de cette région du centre-ouest de la Côte d'Ivoire ont été célébrés de jour comme de nuit. Les meilleurs moments de ce festival sont comptés pour vous par notre reporter Franck Quadio. La bienvenue au Djaka Festival, avec le sourire et la beauté en prime. L'hospitalité des peuples d'Ida et Goudier dans le Lodjibois célébré à Divo. Cette 7e édition s'est voulue celle du tourisme intérieur et du brassage à des peuples. C'est plus de 20 villages avec des populations qui sont venues de partout pour dire que le Djaka Festival a un sens, a son rôle à jouer dans la cohésion. Une cohésion qui passe par la manifestation culturelle. La danse Nouyo-Walo, évocation vestimentaire ancestrale suivie des danses Kassi, le Guébé-Djougou, le Wakada, le Zavredada, le tambour parleur, la Mewale de Guitry, sans oublier l'art culinaire avec le Techra et le Tikriti entre autres. Par exemple en Chine, il y a des valeurs culturelles et ils valorisent. Mais pourquoi chez nous, tout ce qui est la tradition, par exemple la hotte, c'est toute une histoire. La hotte, instrument de conservation traditionnel de l'eau, mais pas que. Le pandida, le fameux kodé, tissé à partir du raffia, du pain béni, pour certains fils de la région vivant à l'étranger, revenus s'imprégner de leur culture. Donc, Djaka Festival représente pour moi non seulement une fierté, mais une reposition de la force de l'Afrique, en particulier de la région de Dida, c'est-à-dire du Lodjibois comme on l'appelle. Le Djaka sort du pont culturel entre certaines danses rituelles anciennes et d'autres plus ludiques, telles la banana. Bref, 7 jours de réjouissance bien appréciés. Les Malinqués, les Baoulés, les Sénoufos, les Dida, les Baoulés, ils sont tous représentés de village en village, de campement en campement. J'admets que le festival a tenu toutes ses promesses. Les Archanges n'a pas plus l'envol souhaité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les uns et les autres à comprendre que le Djaka Festival est une chance pour la région. Une région d'ailleurs déterminée à insérer sa culture dans le patrimoine national, et cela de vive voix. Reportage signé Franck Quadio. Au Kenya, l'opposition refuse toujours de reconnaître la réélection du président Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août. Son principal rival, Raila Odinga, est sorti de son silence depuis la proclamation vendredi soir des résultats de la présidentielle. Il a tenu un meeting hier dimanche à Kibera, le grand bidonville de Nairobi, et a promis de dévoiler sa stratégie mardi prochain. D'ici là, il a appelé ses partisans à ne pas se rendre au travail aujourd'hui lundi. Un café-restaurant de Ouagadougou, la capitale burkinabé, a été attaqué par plusieurs hommes armés hier soir. L'assaut des forces de l'ordre a pris fin vers 5 heures du matin, temps universel, et le quartier est sécurisé selon le ministre de la Communication. Le bilan est de 18 personnes tuées selon un dernier bilan officiel. Une attaque qui rappelle celle du café Cappuccino en janvier 2016, cible d'une action meurtrière semblable. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a réagi publiquement hier dimanche au vote de défiance de mardi dernier au Parlement. 177 députés, dont au moins une vingtaine appartenant à la majorité ANC, avaient voté en faveur de la démission du chef de l'État et 198 contre. Jacob Zuma reste en place, mais son parti est divisé et sa position de plus en plus fragile. Le sujet doit être évoqué ce lundi lors d'une réunion avec les cadres du parti. Et puis pour terminer, rendons-nous au Danemark. Au Danemark, où le mystère reste entier depuis la disparition jeudi soir d'une journaliste suédoise qui effectuait un reportage dans le sous-marin artisanal le plus grand au monde. Accompagné de son propriétaire et inventeur danois, il a été placé en détention provisoire pour homicide involontaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RTI.